C'est sûr que si tu tournes le dos, Coco, c'est beaucoup moins intéressant pour les gens. Tourne-toi de face. Tourne-toi qu'on te voit. Mais tu veux venir sur moi? Comme ça. Tourne-toi qu'on te voit. Parle aux gens. Allô, Coco! Coco, il fait son génie aujourd'hui. C'est sûr que... Il y a des journées comme ça. Voulez-vous lui chanter une petite comptine? Mettez une chanson safari. Il va aimer ça. Bébé. Coco, est-ce que tu as envie qu'on rencontre les animaux d'aujourd'hui? Est-ce que ça te plairait qu'on rencontre les animaux d'aujourd'hui? Je les ai amenés ici. J'ai amené Aragog. Ouais, Aragog et Bouclette. Regarde bien, Coco, qui c'est? Aragog et Bouclette. Regarde. Qu'est-ce que c'est, Coco? Tu ne sais pas? Ça bouge, par exemple. Tu te poses des questions, hein? Est-ce que tu aurais envie qu'on réponde à tes nombreuses questions et aux questions des gens aussi? Le veux-tu? Qui ne dit mot à caisse, comme on dit? Hein? Donc, on va répondre à vos questions, mais avant, on va envoyer Coco un peu plus loin. Donc, Coco, un énorme merci pour ce petit début de vidéo. On se revoit demain, Coco. D'accord? OK. Salut tout le monde! Donc, aujourd'hui, comme vous avez remarqué, hein, je vous présente des migales. Donc, j'en ai amené deux avec moi, Aragog et Bouclette. Donc, je vais les laisser un petit peu pas en même temps. Probablement que je vais en laisser une se promener un peu sur la table, l'autre, je vais la garder dans mes mains. Donc, je vais vous en parler un petit peu, mais avant, évidemment, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, Roxane, donc biologiste chez Educazou. Donc, qu'est-ce que c'est Educazou? Un service d'animation sur la route. On est aussi à la base un refuge pour plus de 400 petits animaux. Donc, service d'animation, normalement, on va sur la route là, pour faire des activités, fêtes, écoles, garderies. Malheureusement, comme vous savez, avec le confinement, tout est fermé. Donc, toutes nos activités sont annulées. Ce qui m'apporte à vous dire, en fait, que si vous voulez nous aider, nous donner un petit coup de main, parce que vous êtes satisfait des capsules éducatives qu'on fait régulièrement. Donc, je vous invite à aller sur notre lien GoFundMe. Donc, n'importe quel petit don peut être bon pour nous et pour nos animaux, parce que, tout le monde est sur pause, mais les animaux, eux, ne peuvent pas se mettre sur pause pendant aussi longtemps. Donc, voilà. Puis, évidemment, on vous invite aussi à nous joindre, à nous suivre sur nos différentes pages et plateformes pour avoir plus de contenu éducatif sur les animaux. Pendant la vidéo, si vous avez des questions concernant les araignées que je vous présente aujourd'hui précisément, vous avez le droit de les poser en commentaire. J'ai ma collègue Émilie qui va se faire un plaisir de les lire pour moi pour que je puisse y répondre. Ou sinon, on va pouvoir vous répondre là, par écrit suite à la vidéo. Donc, allons-y de ce pas avec nos amis araignées. Donc, ils ont le droit d'avoir des petites cabanes, les araignées. Donc, l'ami Bouclette juste ici. Donc, si tu veux t'approcher pour la regarder de plus près. Donc, Bouclette, une mygale frisée. Donc, on peut remarquer là, que les petits poils sur son corps ont comme des espèces de petites twists bizarres. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la mygale frisée. Donc, elle a des petits poils qui frisent. Et également, je vous ai amené Aragog. Donc, Aragog qui est une mygale rose du Chili.
Donc, une sorte de mygale, évidemment, comme je le dis, qui provient du Chili. Donc, voilà. Donc, c'est de ces mygales-là, en fait, que je vais vous parler aujourd'hui, des mygales, en fait, en général. Donc, les mygales, souvent, en fait, quand on regarde des grosses araignées poilues comme ça, quel est le premier mot qui nous vient en tête? Certainement pas mygale, hein? Donc, le premier mot qui nous vient en tête, en fait, c'est le mot tarentule. Pourquoi on les appelle des tarentules? En fait, c'est une erreur de notre part. Parce que mygale, lorsqu'on le traduit en anglais, on appelle ça des tarantulas. Donc, c'est vraiment une mauvaise traduction de notre part qui se fait à ce moment-là. Autre chose, en fait, à propos des tarentules, donc ce sont vraiment des araignées, en fait, une sorte d'araignée qui s'appelle Lycosa tarantula. Donc ça, c'est son nom scientifique. Et cette sorte d'araignée-là, en fait, on la retrouve en Italie, dans la région de Tarente. Et il fut un temps, il y avait des croyances spéciales par rapport à cette araignée-là qui disaient que si on se faisait mordre par la fameuse tarentule, eh bien, il fallait danser la danse de la tarentelle pour se guérir de la maladie qu'ils appelaient le tarentisme. Donc, évidemment, on s'entend, heureusement, ce n'est plus du tout comme ça. Et je vais vous montrer une photo de ce à quoi ressemble la vraie tarentule, donc la fameuse Lycosa tarantula. Donc, elle ressemble à ça. Donc, en réalité, elle est pas si poilue que ça, puis elle ressemble pas vraiment à mes deux mygales que je vous ai amenées juste ici. Donc, c'est vraiment une erreur de notre part d'appeler les grosses araignées poilues des tarentules. Ce sont vraiment des mygales. Et même au niveau de l'évolution des araignées, les mygales et les tarentules ne sont même pas proches d'être des cousines parce qu'elles sont relativement différentes. Elles ont plein de caractéristiques qui sont très différentes. Donc, voilà pour la tarentule. Maintenant, est-ce que mes deux araignées ont du poison? Est-ce qu'elles ont du venin? Eh bien, les araignées possèdent toutes du venin. Donc, c'est vraiment leur moyen, en fait, oui, parfois pour se défendre, mais aussi plus pour l'alimentation. Donc, c'est vraiment rare, en fait, qu'une araignée va croquer de prime abord parce qu'elle va préférer fuir, en fait. Pourquoi? Parce que le venin, bien évidemment, c'est de l'énergie qu'ils vont utiliser pour fabriquer ce venin-là. Et quand ils croquent, le venin va prendre un certain temps à se refaire. Et comme je vous disais, le venin est de prime abord utilisé pour l'alimentation. Donc, s'ils viennent à vouloir s'alimenter et qu'ils ont déjà croqué quelqu'un ou quelque chose auparavant dans les heures qui précèdent, bien, il est possible qu'il n'ait pas suffisamment de venin pour paralyser leur proie. Et le venin ne va pas seulement servir à paralyser la proie, il va également servir à prédigérer la proie. Parce que dans le fond, les mygales, elles vont avoir des crochets cachés sous leur corps qui servent évidemment à injecter ce fameux venin, mais le venin va servir à prédigérer et elles ont vraiment besoin de cette partie-là pour réussir à se nourrir adéquatement. On doit ramollir le corps parce qu'elles n'ont pas des dents qui permettent de déchiqueter ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'elles vont faire, les mygales, c'est qu'elles vont utiliser ces deux appendices ici, ce qu'on appelle des pédipalpes. Donc, si on traduit pédipalpe, pédi pour pied, palpe pour main, en réalité, c'est comme des pattes qui amènent la nourriture jusqu'à la bouche. Donc, ce sont vraiment les pédipalpes qui vont servir à aller déchirer la viande pour l'amener jusqu'à la bouche pour qu'ils puissent s'alimenter adéquatement. Donc, s'ils n'ont pas la capacité de prédigérer leur proie, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile pour elles de s'alimenter. Voilà. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions, ça me fait super plaisir d'y répondre. Je crois qu'on en a une. Oui, Gabrielle demande, si elles font des toiles, comment elles chassent leur proie? Oh, très, très bonne question. En fait, c'est vrai que quand on pense araignée, la première chose qui nous vient en tête, c'est les toiles d'araignée entre les arbres dans lesquelles on fonce tout le temps, qui sont tout le temps dans nos jambes. Les mygales, en fait, c'est rare qu'elles vont faire de grandes toiles. Ce sont vraiment plus des araignées qui sont terrestres, donc elles vont rester plus au niveau du sol. Pardon. Et elles vont plutôt utiliser la chasse à l'affût. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que la mygale va se cacher à un endroit. Et là, quand elle va voir une proie s'approcher, elle va simplement sauter dessus
pour aller la croquer, injecter le venin et ensuite se nourrir. Donc, elles ne vont pas attraper leur proie grâce à la toile. Toutefois, elles en font. Hein? Toutes les araignées sont pourvues de filières. Donc, qu'est-ce que c'est les filières? Ce sont les deux petits doigts qu'on voit juste ici derrière. Donc, ils vont pouvoir bouger comme ceci et laisser la toile et la tisser derrière. Donc, je ne sais pas si elle l'a cassé. Ah! Il y avait un petit bout tantôt qui dépassait. Donc, je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir. Je pense pas, hein? Mais en tout cas, on est en mesure de tirer la soie de ces petites filières. On peut le faire aussi avec Bouclette. Bouclette, généralement, c'est plus facile. Oh, excuse-moi, tu t'es senti coincé un petit peu, ma Bouclette? Bouclette qui est beaucoup plus active aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir, mais la toile, en réalité, à quoi elle va servir? Elle va servir lorsqu'ils sont en processus de mue. Les araignées, les mygales, vont prendre un terrier, une cachette quelconque. Donc, chez Ducasio, c'est des petites cabanes en bois comme ça qu'on leur donne pour qu'elles puissent se cacher. Et quand elles sentent que la mue arrive, donc elles doivent changer leur exosquelette, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont tisser des toiles pour se mettre à l'abri. Parce que lorsqu'elles sont en processus de mue, eh bien, elles sont très, très susceptibles à se faire manger, donc à être prédatées. Donc, en mettant des toiles comme ça qui bloquent l'entrée, bien, du moment qu'il y a quelque chose qui va aller toucher à ces toiles-là, ça va vibrer et l'araignée va le savoir. Elle va savoir que, bon, si elle n'a pas commencé son processus de mue, elle doit s'en aller plus loin ou encore, elle doit se préparer à se faire attaquer. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que nos mygales vont tisser des toiles plutôt que pour la chasse. Mais c'était une super question. Est-ce qu'on en avait d'autres? Oui, Thomas voudrait savoir combien d'œufs pondent-elles? Super question, Thomas. Donc, les mygales peuvent pondre des centaines d'œufs. Donc, pour te donner une idée, ma belle mygale ici, Aragog, la mygale rose du Chili, est en mesure de pondre là, environ 150 œufs. Donc, c'est vraiment beaucoup d'œufs. Et au bout de 3 semaines, donc les œufs vont éclore et donner naissance à des petits bébés araignées, presque tout formés, mais vraiment en format miniature, qu'on appelle des mygalons. Donc, laissez-moi juste un instant, je vais rattraper ma petite araignée pour pas qu'elle tombe par terre. Tu peux rester là, Bouclette, reste là. Reste là, je préférerais. Super. Donc, les œufs qui sont en très grand nombre, donc ça fait vraiment beaucoup de bébés. Donc, si on regarde un petit peu, y avait-tu d'autres questions avant qu'on continue? Parfait. Si on regarde un peu l'anatomie, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous ai dit tout à l'heure, ici, nous avons les 2 pédipalpes, donc les pieds-mains qui vont servir à amener la nourriture à la bouche. Évidemment, on a les 8 pattes, les 2 filières juste derrière. Et je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir, entre les 2 pédipalpes ici, on voit comme une espèce de petite moustache. Hein, donc, cette petite moustache-là, à quoi sert-elle? Elle sert à protéger les crocs, donc les dents qu'on appelle des chélicères. Donc là, on va faire un test. On va tenter de voir les chélicères sur mon ami Aragog, parce qu'Aragog bouge un petit peu moins, donc ça risque d'être plus simple. Et dans ma poulette. Et là, c'est super attention. Quand on manipule les araignées, et c'est super important, pardon, quand on manipule les araignées, il faut toujours faire bien attention, s'assurer qu'elles se tiennent correctement parce que leur corps est fait à 90% de liquide et si elles tombent, elles pourraient exploser comme une ballonne d'eau. Et là, je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir, mais les chélicères, normalement, se trouveraient ici. Est-ce qu'on les voit bien à l'écran? Ouais. Super. Donc, ce sont vraiment les crochets qui vont servir pour injecter le venin. Donc, ils ont l'air gros, mais ils ne sont pas si pires que ça. Hein, et je vous disais tantôt, toutes les araignées ont du venin. Est-ce que le venin de Bouclette et d'Aragog est dangereux pour nous? En fait, pas du tout. Évidemment, sinon on ne travaillerait pas avec elles, on n'aurait pas trop envie de se faire croquer. Donc, leur venin, la toxicité, c'est à peu près 1 ou 2 sur une échelle de 5. Donc, c'est vraiment pas tant que ça. Puis, généralement, au niveau de la douleur, on parle là, de l'équivalent d'une piqûre de guêpe. Donc, c'est certain que c'est douloureux, c'est pas agréable, mais il n'y a pas de danger d'en mourir ou quoi que ce soit comme ça. Par exemple, on pourrait faire
des réactions allergiques si, par exemple, on est un petit peu plus sensible là, à tout ce qui est venin, par exemple, de guêpes, d'araignées, de fourmis. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Je vous disais tout à l'heure que les araignées, en fait, elles ont un exosquelette, donc elles doivent muer. Donc, quand elles doivent muer, elles vont se cacher dans leur petite cabane. Et là, je vous disais qu'elles étaient super vulnérables de se faire manger quand elles muent, parce que pour faire le processus de la mue, elles doivent se mettre sur le dos. Donc, elles vont vraiment se mettre sur le dos et là, elles vont forcer très fort jusqu'à temps qu'elles réussissent à s'extirper de leur vieille peau. Et on a une belle vidéo pour vous montrer ça. Donc, ma collègue Mélanie va vous le montrer sur son téléphone, si on peut regarder seulement le téléphone. Excellent. Donc, cette vidéo-là, elle est accélérée. Donc, on le voit là, ça se fait en seulement quelques minutes. Évidemment, dans la réalité, ça prend plusieurs heures à l'araignée pour muer. Et quand on en a une en captivité, quels sont les éléments qu'on peut regarder pour déterminer si elle va bientôt muer ou non? Les éléments, bien évidemment, on voit l'apparition de toiles qui se fait dans l'environnement. Puis également, un autre signe, c'est que l'araignée va commencer à diminuer son alimentation. Donc, elle va de moins en moins manger. Et ça, c'est un très bon signe parce qu'elle diminue son alimentation. Et là, on sait qu'elle mange moins, donc elle a toute l'énergie nécessaire pour procéder à sa mue et donc grandir. Et j'ai amené ici avec moi une exuvie, donc le restant de l'exosquelette d'une mygale. Ah, la mygale qui est Aragog d'ailleurs. Donc, si vous voulez regarder, ça c'est le dessous. Hein, donc, on voit aussi très bien les chélicères juste ici. Et ça, c'est le dessus. Donc, évidemment, vous me dites ici, ça ne ressemble pas du tout à qu'est-ce que c'est sur l'araignée en vrai qui bouge à côté de moi. Bien, vous avez tout à fait raison. C'est parce que c'est par là qu'elle va s'extirper, qu'elle va sortir. Donc, ce qui se trouve normalement à être sur le dessus va vraiment s'enlever complètement. Donc, il va s'en aller en deux parties. Et l'araignée va sortir chacune de ses pattes de ses autres pattes, ses anciennes pattes. En fait, elle va vraiment s'extirper un peu comme quand on enlève un gant. Donc, c'est vraiment super intéressant à regarder. Évidemment, une chose qui est importante à respecter, c'est que quand l'araignée a terminé de muer, il faut lui laisser un peu de temps, au moins 24 heures, là, pour reformer son exosquelette comme il faut, pour qu'il soit bien solide. Parce qu'ils sont encore un petit peu à risque là, de se faire prédater ou que l'exosquelette se casse si on les manipule tout de suite après la mue. Donc, on a une question. Oui, on en a quelques-unes. Allons-y avec toutes ces questions. Premièrement, on a Martin qui se demande combien de temps une mygale peut vivre. Hein? Et ensuite, on a une question de Arnaud. Est-ce qu'il mange des bébés tortues? Des bébés tortues. OK, parfait. Bien, Arnaud, écoute. Les mygales, normalement, vont manger plutôt des insectes. Donc, ce sont vraiment des animaux qui sont insectivores. Donc, sous forme de grillons, de mouches, ça peut être des vers. Nos mygales ici, parfois, elles vont manger des bébés souris, donc des petits souriceaux tout roses qui n'ont pas de poils, mais pas plus gros que ça, parce que sinon, elles ne seraient pas en mesure de les manger correctement. Donc, voilà pour l'alimentation. Combien de temps ça vit une mygale? En fait, les femelles ont une espérance de vie qui est beaucoup plus grande que les mâles. Elles vont vivre environ de 10 à 15 ans, alors que les mâles vont vivre 3 à 5 ans. Pourquoi les mâles vivent-ils moins longtemps que les femelles? En fait, c'est super simple. Il y a plus qu'une raison. Première raison, les femelles sont un peu soupes au lait. Si un mâle vient les importuner alors qu'ils n'en ont pas envie, ben c'est pas impossible qu'ils décident de lui régler son compte et de le manger. Donc, elles peuvent s'adonner à du cannibalisme. Une autre raison pour laquelle les mâles vivent moins longtemps, c'est que quand ils arrivent à la maturité sexuelle, ils arrêtent complètement de vivre. La seule chose à laquelle ils pensent, c'est de trouver une femelle pour se reproduire. Donc, ils ne mangent plus, ils ne se reposent plus. Tout ce qu'ils font, c'est chercher une compagne. Une fois qu'ils se sont accouplés, dans le fond, avec la femelle, eh bien, le mâle va être tellement faible de ne pas avoir mangé, de ne pas s'être reposé, qu'il va souvent en mourir. Donc, c'est les raisons pour lesquelles les mâles vont vivre moins longtemps que les femelles. Autre question. Oui, deux autres questions. On a Francesca qui se demande où sont ses yeux et combien en a-t-elle. Et on a Caroline qui se demande comment font-elles pour sauter.
Comment font-elles pour sauter? Parfait. Ben en fait, où sont les yeux? On voit en fait très bien sur mon amie Bouclette ici, si tu veux t'approcher. Donc, on voit l'espèce de petit moton juste ici, en plein milieu de son, on appelle ça le prosome ou céphalothorax. Donc, on voit qu'il y a des petits yeux, une espèce de petite boule en plein milieu. Ça, c'est le regroupement de yeux composés. Donc, c'est des yeux qui ressemblent un peu à ceux des mouches. Les mygales vont également avoir ce qu'on appelle des ocelles. Les ocelles, qu'est-ce que c'est? Ce sont des yeux simples qui vont servir à faire la distinction entre la noirceur et la clarté. Les araignées, en général, ne voient pas super bien. OK? C'est vraiment pas leur sens qui est prioritaire. En fait, c'est vraiment pas avec ça qu'ils vont s'orienter dans leur environnement. Donc, c'est une apparence, en fait. Ça va servir à savoir, bon, est-ce qu'il y a des mouvements brusques près de moi? Est-ce que je suis en danger imminent en utilisant, leurs ocelles, donc en sachant la différence entre la clarté et la noirceur. Donc, juste de passer ma main comme ça, elle peut le savoir que je suis près d'elle, qu'il y a du mouvement près d'elle. À ce moment-là, elle va se mettre plus en alerte. Pour ce qui est du nombre de yeux, généralement, les araignées vont avoir autour de 6 à 8 yeux. Donc, on considère les yeux simples et les yeux composés dans ces 6 à 8 yeux-là. L'autre question, on demandait comment elles font pour sauter. Comment elles font pour sauter? Oui, parfait. Donc, comment elles font pour sauter? En fait, elles vont tout simplement se propulser avec leurs pattes au même titre que toi quand tu sautes. Donc, tu te donnes des swings dans tes pieds, tu vas pousser dans tes pieds pour pouvoir sauter, mais les mygales vont faire exactement la même chose, donc elles vont avoir des petits muscles qui vont servir à la propulsion également. Autre question. Une autre question de Arnaud. Est-ce qu'il mange des fruits? Est-ce qu'il mange des fruits? Pas du tout, Arnaud. Donc, les mygales, là, comme je te disais tout à l'heure, vraiment insectivores et parfois carnivores ou cannibales. Donc, elles vont vraiment se limiter là, aux insectes pour l'alimentation. Donc, vous avez remarqué que mes mygales étaient super poilus, hein, mais je ne vous ai pas parlé à quoi servent tous ces petits poils. Et ils ont une utilité qui est très, très importante pour les mygales, une utilité au niveau du moyen de défense. Donc, la mygale a sur son corps ce qu'on appelle des poils urticants. Qu'est-ce que c'est les poils urticants? En fait, ce sont des poils qui piquent. Donc, mon araignée, quand elle se sent en danger, elle ne va pas tout de suite utiliser son venin et ses crocs. Elle va toujours commencer par les poils urticants. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser ses 2 pattes de derrière, juste ici, et elle va aller frotter les petits poils qu'il y a sur son abdomen, donc il y a la grosse boule derrière, puis elle va les faire décoller. Et au bout des petits poils, il y a des crochets. Donc, les petits poils vont se promener dans l'air et éventuellement vont atteindre leur cible, qui est, par exemple, l'animal qui dérange. Et les petits poils vont venir s'accrocher dans la peau. Et comme je disais, ce sont des poils urticants, donc des poils qui piquent. Le résultat d'avoir des poils qui s'accrochent sur nous, c'est que ça va piquer. Donc, on va se gratter. Donc, ça, c'est son premier moyen pour nous faire savoir qu'elle n'est pas de bonne humeur. On fait quelque chose qu'elle n'apprécie pas. Elle utilise ses poils urticants. La deuxième chose qu'elle va faire, on va y aller avec mon amie Aragog ici, elle va se lever sur ses pattes, comme ça, d'en avant, et elle va nous montrer ses chélissères, donc qui sont les crocs. Et elle va les faire aller devant nous pour nous faire comprendre, là, c'est mon deuxième avertissement, si tu continues, je vais te croquer. Et à ce moment-là, si on continue à faire ce qui ne lui plaît pas, bien, elle va effectivement croquer. La majorité du temps, elle va croquer sans venin, mais c'est possible qu'il y ait du venin qui soit injecté. Le poil urticant va aussi servir à autre chose. Comme je disais tout à l'heure, les araignées ne voient pas très bien. Elles n'entendent pas du tout non plus, elles n'ont pas d'ouïe. Donc, elles vont vraiment se servir de tous ces petits poils-là pour se guider dans l'environnement. Les poils sont très, très sensibles. Ce sont des poils sensoriels. Et ils vont être sensibles au courant d'air, à tout ce qui va les toucher. Et ça va leur permettre de savoir où elles s'en vont, où elles se dirigent. Allons-y pour une autre question. Une question de Caroline. Comment faire pour faire la différence entre un mâle et une femelle? Très bonne question, Caroline. Si je te dis tout de suite que Bouclette et Aragog sont 2 femelles. Donc,
À part que c'est pas la même espèce, elles se ressemblent quand même assez. Il n'y a pas rien de très spécial qui va ressortir de leur anatomie qui va nous faire croire que ça pourrait être autre chose que deux araignées du même sexe. Maintenant, je vais te montrer deux photos. La première photo, un petit peu moins évident, il faut regarder au niveau de l'abdomen, donc en dessous du corps, et il faut aller trouver une espèce de petite ligne. Si la petite ligne qui s'appelle le sillon épigastrique se trouve à la base de l'abdomen, on a affaire à un mâle. Si le sillon se trouve au milieu de l'abdomen, alors on a affaire à une femelle. Donc ça, c'est vraiment si on doit mettre l'amygale sur le dos pour pouvoir évaluer le dessous de l'abdomen. C'est pas la technique la plus facile, disons. Il y en existe une autre. Et là, je vous montre une photo d'une araignée quelconque, mais c'est vraiment très facile. Si on fait la différence entre mes deux araignées, Aragog et Bouclette, et l'araignée qu'on voit juste ici, eh bien, on peut voir qu'il y a des espèces d'appendices étranges au bout des pédipalpes. Eh bien, ça, ce sont les bulbes copulateurs. Donc, ça correspond grosso modo aux organes sexuels du mâle. Donc, lorsqu'il y a de grosses protubérances au niveau des pédipalpes, à ce moment-là, on a affaire à un mâle. Donc, voilà pour la distinction entre les mâles et les femelles. Oui, une autre question. Une question de Daniela. Pourquoi on dit araignée rose et une de Andréane? Est-ce qu'ils grimpent bien? OK. Pourquoi on dit araignée rose? En fait, la mygale rose du Chili. Bien, si vous voulez vous approcher un petit peu près de ma belle Aragog, on peut regarder sur les dessus. En fait, au niveau du céphalothorax, donc la partie qui est juste ici, lorsqu'ils viennent juste de muer, il y a plein de petits poils aux reflets roses. Donc, on voit un petit peu moins bien parce que Aragog, probablement qu'elle va bientôt changer son exosquelette, mais il y a vraiment des petits reflets roses à cet endroit. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'appelle de cette façon. L'autre question, comment elles font pour grimper? Super! Est-ce qu'elles grimpent bien? Bien, en fait, oui, elles grimpent vraiment bien, les araignées. Et on peut même faire une démonstration. Donc, je vous ai amené un super moustiquaire ici. Donc, on va prendre la belle Bouclette, on va la mettre sur le moustiquaire, puis on va la regarder grimper. Et ensuite, je vais vous expliquer comment elle fait. Bon, tu veux sauter, c'est correct, tu as le droit. Hein, l'araignée, la mygale frisée est un petit peu plus active que la mygale rose du Chili. Donc, en fait, beaucoup plus active, mais tout aussi docile et gentille. Donc, elle est en mesure de grimper sur à peu près n'importe quoi, sur des surfaces aussi lisses que du verre. De quelle façon elles font? En fait, c'est qu'au bout de chacune de leurs pattes, elles possèdent des petits coussinets sur lesquels se trouvent des poils qui sont rigides. Et quand on regarde de très près, ça a vraiment l'air des petites griffes. Donc là, je vais juste aller vous chercher ma petite photo. Avance pas. Voilà. Donc, ça ressemble vraiment à des petites griffes de chat. Donc, c'est comme des petites griffes rétractiles. Donc, quand elles vont déposer leurs pattes quelque part, les petites griffes ici vont venir sortir et s'agripper doucement. Et quand elles vont relever leurs pattes, eh bien, les petites griffes vont re-rentrer tout simplement. C'est ce qui leur permet de grimper sur des surfaces qui sont vraiment très lisses parce qu'il y a toujours un peu d'imperfection dans les surfaces même lisses. Pardon. Donc, voilà pour leur capacité à grimper. Et là, j'imagine que vous vous demandez, est-ce qu'on en a au Québec des mygales ou encore au Canada? Eh bien, rassurez-vous, on n'a ni mygales ni au Canada, ni au Québec. Donc, nous, on a plein de sortes d'araignées, mais pas de mygales. Les mygales, il en existe beaucoup. Donc, elles sont réparties en 5 familles différentes et on les retrouve partout dans le monde. Donc, elles sont vraiment réparties là, à de multiples endroits, généralement dans les endroits où il fait un petit peu plus chaud. Hein? Donc, leur température adéquate, là, ça tourne autour de 28 degrés dans la journée. Donc, une température plus froide que ça, elles ne sont pas super confortables pour survivre. Est-ce qu'on a des araignées dangereuses ici? Eh bien oui, évidemment, on a certains types d'araignées qui sont dangereuses. Et je vous ai fait un palmarès des araignées
un top 3 des araignées les plus venimeuses au monde. Donc ça, c'est celle qu'on n'a pas envie de croiser. Mais rassurez-vous, elle ne se trouve pas ici. Donc, la troisième araignée la plus venimeuse, l'araignée Goliath, qui a une drôle d'apparence, qui ressemble un peu en fait aux mygales. Donc, une belle grosse araignée qu'on ne veut pas retrouver ici. On a également, en deuxième position, l'araignée jaune. Donc, une araignée au venin très puissant. Et celle qui a le venin le plus important et qui est le plus dangereux pour l'homme, c'est la Segestrie florentine. Donc, à mon humble avis, une très belle araignée avec ses reflets verts, mais malheureusement, on ne veut pas la côtoyer. Hein? Donc, c'est l'araignée qui est la plus dangereuse pour l'être humain. Super. Donc, on pense souvent, en fait, qu'on a des mygales au Québec. On a un type d'araignée, en fait, qui ressemble à la mygale, qui est l'araignée d'eau. Donc, une araignée qui peut mesurer plus de 5 pouces de gros. Donc, on a une image à vous montrer. Donc, l'araignée d'eau se retrouve souvent sur les quais. On va la retrouver aussi qui flotte sur l'eau. Donc, on a une image pour vous. Voilà. Donc, l'araignée d'eau qui ressemble quand même relativement à la mygale, sauf qu'elle est beaucoup plus grosse, un peu moins poilue, et elle se retrouve ici, donc on en a au Québec. Donc ce n'est pas du tout les mygales, là, ici, on n'en a pas du tout. Donc, j'espère que vous avez apprécié en apprendre davantage sur les mygales. Si vous avez encore des questions lors de votre écoute ou de la réécoute du vidéo, ben, posez-les, on va y répondre par écrit avec beaucoup de plaisir. Je vous invite encore une fois à nous suivre sur nos différentes plateformes éducatives et si vous désirez nous aider à faire un petit don pour garder ces merveilleuses bêtes en vie, eh bien vous êtes appelés à le faire sur notre page GoFundMe. Et demain, l'animal que je vais vous présenter est un animal qui colle grâce à des ventouses et qui a également les yeux rouges. Donc, on se retrouve demain à 14h. Bye bye tout le monde!